Notion de phénotype étendu. Nous avons vu dans les cours précédents qu'il y avait une diversification génétique du vivant en étudiant l'inéluctable évolution du génome au sein des populations. Voyons maintenant, dans le chapitre 5, des exemples de diversification non génétique du vivant qui contribuent aussi à la diversité de ce vivant. Alors nous pourrions intituler le chapitre 5 « Diversification non génétique du vivant ». Divers mécanismes de diversification phénotypique interviennent. Par exemple, des associations non héréditaires, par exemple pathogènes ou symbiotes, et également le cas du microbiote acquis. Et ensuite, donc, recrutement de composants inertes du milieu qui modulent le phénotype, par exemple, ça peut être des constructions, des parures, etc. Donc nous allons essayer d'extraire, d'organiser et d'exploiter des informations pour appréhender la notion de phénotype étendu. Alors, souvent on définit le phénotype à l'échelle de l'organisme, comme l'ensemble des caractères biologiques qu'il exprime. Alors, évidemment, dans le phénotype, il y a également ce qui découle directement de l'expression du gène, c'est-à-dire le phénotype moléculaire, puis s'ensuit le phénotype cellulaire et ensuite le phénotype macroscopique. Certains biologistes donc proposent une définition plus large sous le concept de phénotype étendu. Donc notre problématique aujourd'hui sera de savoir ce qu'est le phénotype étendu d'abord et comment est-ce qu'il contribue à la diversité du vivant. Alors, Richard Dawkins a proposé le concept de phénotype étendu en 1982. Donc, c'est un biologiste, il expose le concept de phénotype étendu dans un ouvrage qui porte son nom, enfin qui porte le même nom, c'est-à-dire phénotype étendu, alors voir également le gène égoïste. Selon lui, le concept de phénotype doit s'étendre au comportement de l'individu et à ses actions sur l'environnement. Les comportements des organismes résultant de l'expression de certains gènes, et notamment les constructions réalisées grâce à ces comportements, peuvent constituer des avantages sélectifs favorisant la transmission de ces gènes d'une génération à l'autre. Alors, nous allons essayer de voir quelques exemples de phénotypes étendus. Alors, par exemple, les friganes, donc, qui fabriquent des fourreaux. Donc, on parle de fourreaux du frigane, donc ce sont de petits insectes dont la larve aquatique présente la particularité de construire un fourreau. C'est un tube qui la protège des prédateurs. Alors la larve de frigane, elle utilise les sécrétions et les glandes de ses glandes salivaires pour coller les éléments les uns aux autres. Donc elle va tisser ainsi une enveloppe de soie qu'elle recouvre de petits éléments récoltés au fond de l'eau. C'est peut-être des fragments de végétaux, des fragments de coquilles, des graviers, etc. Donc on la rencontre quelquefois sur le bord des plages. Autre exemple de phénotype étendu, ce sont ces fameuses toiles d'araignée que tissent les araignées évidemment. Donc les toiles d'araignée sont des pièges qui permettent à de nombreuses espèces d'araignées de capturer des proies. Sans aucun apprentissage, la jeune araignée construit une toile de manière tout à fait spécifique. Également, on pourrait citer les termitières. Donc on voit des amoncellements de sable ou de terre, etc. Donc ce sont des constructions plus ou moins en terre qui peuvent atteindre jusqu'à 8 mètres de haut. Et chaque termitière abrite une colonie de termites, des insectes qui vivent en société. Les ouvriers responsables de l'édification de la termitière sont stériles, les soldats également, donc ils surveillent, qui défendent la colonie. Seule la reine et quelques mâles ailés peuvent se reproduire. Alors, nous allons voir également un autre cas élaboré de phénotype étendu, c'est celui de la guêpe parasite et coccinelle garde du corps. Alors, avant d'en parler, j'aimerais vous parler d'un document que Benjamin Gourbal et Guillaume Mita ont mis en ligne en 2016
Il s'agit d'un document intitulé « Un parasitoïde utilise un virus pour modifier le comportement de son hôte ». Alors, essayons de voir les principaux points concernant cet exemple de l'introduction, interaction hôte-parasite, c'est-à-dire que chaque partenaire vit dans un équilibre dynamique qui s'installe dans la durée et que l'on qualifie d'interaction durable. C'est un échange croisé d'informations. Donc le système parasite-hôte est un super-organisme possédant un super-génome. C'est-à-dire que le génome du parasite influence le phénotype de l'hôte et le génome de l'hôte influence le phénotype du parasite. C'est ce que l'on appelle le phénotype étendu dont parlait Dawkins en 1982. Alors, un exemple, c'est celui des galles d'Hyménoptère cynipidae chez le chêne et l'églantier, où l'on voit bien le phénotype étendu du parasite dans l'hôte. Le phénotype regroupe la morphologie, l'anatomie, la physiologie, les comportements, etc. Donc les parasites peuvent donc provoquer des changements morphologiques, anatomiques, physiologiques ou bien comportementaux chez leur hôte. Alors il y a de très nombreux exemples dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Alors dans quel but? Eh bien, les modifications phénotypiques peuvent constituer des adaptations favorables aux parasites. Alors pourquoi favorables? Parce qu'il y a exploitation de l'hôte, les évasions immunitaires également et transmission du parasite. Ces adaptations favorables, en termes de valeurs sélectives, on parle également de fitness, sont transmises de génération en génération. C'est tout simplement la théorie de la favorisation ou de la manipulation. Les modifications comportementales sont toujours le résultat d'interférences du parasite avec la physiologie de l'hôte. Chaque fois qu'un comportement nouveau d'un hôte apparaît sous l'influence d'un parasite, il faut réserver la possibilité que l'extension du phénotype se fasse partiellement ou totalement à une échelle moléculaire. Alors, nous allons prendre l'exemple du gamard fou qui a été mis en ligne par Elui S en 1983. Donc on parle de Microphallus papilio-robustus qui est le trématode, Gamarus insensibilis qui est l'amphipode. Alors le cycle de vie du parasite Microphallus papilio-robustus, alors papilio-robustus, Microphallus papilio-robustus qui est un trématode. Premièrement, l'œuf du parasite va se trouver dans les excréments de l'oiseau. Première étape. Donc, il y a donc des excréments qui possèdent l'œuf du parasite. Deuxièmement, il est avalé par un mollusque où il éclot et se multiplie. Ensuite, à maturité, le ver sort du mollusque et se loge dans le cerveau de la puce d'eau. Donc on a une puce d'eau et dans son cerveau, il y a le ver Que se passe-t-il ensuite? Eh bien la puce d'eau devient folle. Elle remonte à la surface et devient la proie facile des oiseaux. Alors, puisque les oiseaux mangent, par exemple les canards, eh bien, dans l'intestin des oiseaux, le ver se reproduit et le cycle reprend. Ainsi, l'œuf du parasite se trouve dans les excréments de l'oiseau, etc. On continue comme ça indéfiniment. Donc, on a un comportement de fuite complètement aberrant. Dans ce cas, la prédation est facilitée, c'est-à-dire que les canards, par exemple, vont pouvoir manger les puces d'eau qui se trouvent à la surface de l'eau. Il y a donc un phototropisme positif, ça veut dire que
les gamarres sont attirés par la surface de l'eau, là où il y a de la lumière, et un géotropisme négatif, ça veut dire que les puces d'eau vont fuir l'eau et ne sera plus attiré vers les profondeurs. Donc voilà. Alors, donc le parasite modifie ainsi le comportement de son hôte intermédiaire afin de favoriser la transmission à l'hôte définitif. Donc il y a un gain de fitness des manipulateurs, d'où un comportement sélectionné. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une adéquation entre la modification comportementale et la transmission? Eh bien parfois les manipulations comportementales des hôtes ne semblent avoir aucun but de transmission. Il y a de nombreux exemples qui le montrent. Par exemple, on pourrait très bien avoir une modification du comportement face à un prédateur, avec production également d'opioïdes endogènes qui perturbent l'anxiété, mais avec un cycle holoxène. Sûrement pas une stratégie pour favoriser la transmission. Alors ça peut être le cas de Emeria vermiformis et Eligmosomoides polygyrus. Compliqué. Donc il y a des effets secondaires de l'infection et une réponse collatérale de l'hôte à la présence du parasite. On peut avoir également modification du comportement de dominance, par exemple chez Trichinella spiralis. Dans ces conditions, eh bien, on a une perte des statuts sociaux élevés chez les souris infestées. Il y a une baisse significative de la norépinéphrine et de sérotonine. Il y a expulsion des individus parasités à la périphérie du groupe social. Individus expulsés plus sensibles à la prédation et donc favorisation de la transmission. Et dans ce modèle, cette stratégie parasitaire trouve tout naturellement sa place, mais il existe même des modifications comportementales avec production d'opioïdes endogènes également, expulsion des animaux parasités du groupe négatif pour le parasite. On parle d'holoxène à transmission réduite. C'est le cas par exemple de l'infection à Eligmosomoides polygyrus. Comme nous l'avons vu tout à l'heure. Bon, donc il n'y a pas forcément de problème, il y a une stratégie adaptative de l'hôte qui est destinée à limiter les chances de transmission du parasite au sein de la population. On peut avoir des modifications du comportement exploratoire et de l'activité locomotrice. Ce sera le cas par exemple des infections avec Toxoplasma gondii et Trichinella spiralis. Transmission de l'hôte amont à l'hôte aval par une relation proie-prédateur. Concernant Trichinella spiralis, il y a une activité locomotrice et exploratoire des animaux parasités, donc activité qui chute, baisse significative de la norépinéphrine et de sérotonine, avec baisse de l'activité générale des animaux parasités qui favorise la prédation et donc la transmission du parasite. Concernant Toxoplasma gondii, il y a une activité locomotrice et exploratoire des animaux parasités qui augmente. Parasites localisés dans le cerveau, augmentation de l'activité cérébrale, augmentation de l'activité générale des animaux parasités qui favorise la prédation et donc la transmission du parasite. Alors, qu'est-ce que l'on peut conclure? Eh bien, selon les auteurs, il peut y avoir, donc les mêmes modifications comportementales sont, selon le cas, soit des stratégies parasitaires, soit des stratégies des hôtes, soit un effet pathogène lié à la seule présence du parasite.
Selon les auteurs, il peut y avoir également des modifications comportementales fondamentalement opposées qui sont interprétées comme des manipulations parasitaires ayant même finalité. Voilà. Alors, comment aller plus loin? Eh bien, le caractère adaptatif de la manipulation parasitaire pourrait être démontré si l'action spécifique du parasite sur les mécanismes fonctionnels à l'origine du comportement était mise en évidence. Donc, il est possible d'étudier l'origine fonctionnelle ou physiologique de la manipulation avant de chercher à lui trouver une quelconque valeur adaptative. Alors à ce propos, nous allons maintenant parler de la coccinelle garde du corps, qui est d'ailleurs une histoire de virus. Alors, en fait, il s'agit là d'un cas élaboré de phénotype étendu. C'est pour ça que je voulais le mettre un petit peu en dernier avant d'approfondir un petit peu plus tard les explications. Donc c'est un cas élaboré de phénotype étendu, c'est le cas d'une guêpe qui parasite une coccinelle qui devient garde du corps. Comment c'est possible? Eh bien, la guêpe Dinocampus coccinellae est un parasite classique de la coccinelle Coleomegilla maculata ou Coleomegilla maculata. Les femelles pondent un œuf dans l'abdomen de la coccinelle et pendant le développement larvaire d'une vingtaine de jours, le parasite s'alimente des tissus de son hôte tout en diminuant ses défenses parasitaires. Ses défenses immunitaires, pardon. Ensuite, la larve de la guêpe s'extrait de l'abdomen de la coccinelle sans la tuer et commence à tisser un cocon entre ses pattes. La coccinelle, qui est en partie paralysée, se voit alors forcée de jouer le rôle de garde du corps de ce cocon et de sa chrysalide qu'il contient, jusqu'à sa métamorphose en guêpe adulte. Dans près de 25% des cas observés, la coccinelle survit à cette agression et reprend une activité normale. Donc on peut décomposer en une motricité normale, une motricité dont j'en ai déjà parlé, je ne vais pas répéter. Alors, chose étonnante, un virus va intervenir. Parce qu'évidemment, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que la coccinelle est paralysée? Et pourquoi est-ce qu'elle protège le cocon? C'est bizarre, non? Eh bien, des scientifiques de l'université de Montpellier ont montré que les cocons de la guêpe gardés par une coccinelle sont beaucoup moins vulnérables à la prédation comparés à ceux qui sont laissés seuls ou à ceux qui sont gardés par une coccinelle expérimentalement tuée. Ces chercheurs se sont demandé comment le parasite modifiait le comportement de son hôte, surtout après la sortie de la larve. Ils ont récemment découvert que l'œuf de la guêpe contenait un virus à ARN, le DCPV, dont ils ont pu analyser le taux de réplication à différents moments du cycle et dans différentes parties de la coccinelle hôte. L'équipe a analysé le tissu nerveux des coccinelles parasitées et a constaté que l'infection par le virus DCPV provoque le gonflement des axones et d'autres traumatismes responsables de la paralysie de l'hôte et de son comportement de garde du corps. Alors, nous allons essayer de reprendre les choses pour les expliquer de manière un peu plus détaillée et pour conclure également. Alors, nous avons présenté le concept de phénotype étendu tel que l'avait défini Richard Dawkins. Donc, on ne revient pas dessus. Donc, dans sa formulation, alors,
malgré tout, on en parle un petit peu quand même. Donc dans sa formulation, dans la formulation par Richard Dawkins dans son ouvrage qui s'appelle Le gène égoïste, puis dans un autre ouvrage qu'on appelle Le phénotype étendu, eh bien ce concept peut se définir comme l'extension du phénotype à l'ensemble de l'expression des gènes en dehors de l'organisme. Il permet, alors je vais peut-être répéter, pour que vous compreniez bien ce que c'est que le phénotype étendu. Donc le phénotype étendu, c'est un concept qui peut se définir comme l'extension du phénotype à l'ensemble de l'expression des gènes en dehors de l'organisme. Il permet cependant la diversification phénotypique par recrutement de composants inertes du milieu ou bien par modification du comportement de l'hôte par un parasite. Donc nous avons illustré ce concept par les exemples d'animaux qui modifient leur comportement dans un environnement grâce à ces comportements justement qui sont innés et qui se traduisent par la réalisation de constructions qui leur apportent un avantage sélectif. Ces comportements innés, conservés lors de l'évolution, peuvent être considérés comme inclus dans leur phénotype. Alors, nous avons présenté plusieurs cas. Donc, le cas des animaux recrutant des composants inertes du milieu, d'une part. Par exemple, les larves de Frigane sont un exemple qui est cité par Richard Dawkins dans Le gène égoïste. Ces larves utilisent des composants minéraux ou d'origine organique pour constituer un fourreau protecteur. D'autre part, dans le cas des animaux recrutant des composants du milieu, des composants inertes du milieu, il y a également les termitières qui sont un exemple de construction réalisée à partir de matière inerte, non pas par un animal isolé, mais par une société d'insectes, les termites. Donc, à côté du cas des animaux qui recrutent des composants inertes du milieu, nous avons également des animaux qui utilisent leur propre production pour élaborer une construction, et c'est le cas de la toile d'araignée qui est produite grâce aux glandes séricigènes de l'araignée. Ensuite, nous avons vu un exemple de phénotype étendu à travers la relation entre un parasite, qui est la guêpe Dinocampus coccinellae, et son hôte, la coccinelle Coleomegagilla maculata. Le cycle de la guêpe parasite permet de comprendre comment elle détourne le comportement de la coccinelle en sa faveur, en provoquant la paralysie de cette dernière afin qu'elle monte la garde au-dessus de la nymphe après avoir nourri involontairement la larve qui s'est développée dans son abdomen. Alors le mécanisme est assez complexe, il permet le contrôle du système nerveux de l'hôte par l'intermédiaire d'un virus qui est inoculé avec l'œuf et qui migre progressivement de l'abdomen à la tête pour entraîner la paralysie au moment même de la métamorphose de la nymphe. Des études ont montré de plus que la ponte de l'œuf dans l'abdomen s'accompagnait d'une suppression de la réponse immunitaire de la coccinelle, favorisant ainsi à la fois le développement de la larve parasite et la réplication du virus inoculé. Donc, les animaux réalisent une construction soit à partir de substances produites, la soie de l'araignée par exemple, soit à partir de composants inertes du milieu, dans le cas du fourreau de la larve de Frigane, ou bien dans le cas de la termitière. Ces comportements sont innés, ils sont le résultat de l'expression du génome des animaux et ils modifient leur environnement. Ces constructions procurent bien sûr un avantage sélectif, car ils permettent une protection contre les prédateurs, par exemple frigane, termites, ou bien une méthode de chasse pour les araignées. Les constructions ainsi réalisées peuvent donc être considérées comme une partie intégrante du phénotype des animaux. Alors on peut terminer ce cours par un schéma des relations parasites-hôtes concernant la coccinelle et son parasite. D'abord, il y a une ponte d'œuf par la guêpe adulte dans l'abdomen de la coccinelle par
avec inoculation du virus TCPD. Que se passe-t-il au niveau de la coccinelle? Eh bien, développement de la larve dans l'abdomen de l'hôte. En parallèle, il y a migration du virus de l'abdomen vers la tête de l'hôte. Ensuite, troisième étape, sortie de la larve, avec atteinte des neurones par le virus, c'est-à-dire gonflement des axones. Et enfin, il y a entrée en métamorphose, avec en parallèle paralysie temporaire de l'hôte par le virus. Il y a donc une immobilisation de la coccinelle au-dessus de la nymphe pendant la métamorphose en guêpe adulte. Donc par son comportement inné, c'est-à-dire la ponte de l'œuf dans l'abdomen de la coccinelle, eh bien la guêpe modifie indirectement le comportement de la coccinelle. On peut alors considérer le comportement de garde du corps de la coccinelle comme faisant partie du phénotype étendu de la guêpe. Donc voilà, concernant cette notion de phénotype étendu, nous avons défini ce que c'était que le phénotype étendu et nous avons compris comment il contribue à la diversité du vivant. Le cours est terminé. Merci.